L'Afrique n'est pas néocolonisée, elle s'est rendue néocolonisable. Elle n'est pas dominée, elle s'est rendue dominable. C'est par le passé, prise par surprise par des assauts extérieurs, l'Afrique s'était laissée dompter. Aujourd'hui, est assez grande pour ne pas se laisser dominer. Elle pourrait se libérer et même dominer le monde dans les années à venir si toutes les leçons de son passé sont bien apprises et comprises pour une remise en cause interne. Même quand toute sa jeunesse passe son temps à mettre son énergie dans les accusations du mal extérieur et se noyer dans la morve de sa pleurniche, sans qu'aucune remise en cause des structures fondamentales de la société africaine ne soit faite, le réel, dans son obsessionnel entendement, vient nous rappeler que l'accusation bien ordonnée commence par soi. Et les Africains se retrouvent alors face à leur tare qu'ils ne veulent pas corriger. Si la force guerrière et conquérante des Occidentaux a soumis les Africains lors des premiers contacts, c'est par la servilité des Africains que la domination s'est perpétuée. Si tu es à la recherche de réflexions, de questions sur l'Afrique qui sort de la masse, tu es sur la bonne vidéo. Donc, bienvenue sur Lecteur Nomade, là où je discute de livres que j'ai lus, dans le but là, vraiment de partager, d'apprendre sur l'Afrique. Donc, aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre que j'ai lu récemment. Je dis récemment, mais c'est l'année passée en fait, qui s'intitule De la servitude volontaire de la servitude volontaire de l'Afrique ou comment l'Afrique se rend elle-même esclave des autres puissances. Il a été écrit par Chris de Ngendeng, qui est une... bon, je pense qu'aujourd'hui on peut l'appeler une certaine personnalité YouTube, qui hoste la chaîne Comprendre l'Afrique avec son... il fait partie du duo Ichiomo, qui est son nom, et Afrophilo. Donc Afrophilo, c'est l'autre co-host. Donc là-dessus, il parle de beaucoup de sujets qui ont été traités dans le livre, là, mais il parle vraiment de l'Afrique, il parle beaucoup d'actualité, d'histoire, de philosophie, de science. Il y a beaucoup de sujets qui sont abordés là-dedans. Donc moi, je recommande fortement à tout le monde, là, tout Africain, de suivre cette chaîne-là. Ces gars-là, ils sont vraiment brillants, vraiment intelligents. Et ce qu'ils partagent, à un certain niveau, c'est accessible à tout le monde. Puis je pense que c'est ça la force du truc. C'est que c'est pas des experts, comme on le voit souvent dans beaucoup de médias. C'est des gars qui... Ils ont un travail. Ils ont des champs d'intérêt qui touchent beaucoup de sujets qui couvrent dans la chaîne de Comprendre l'Afrique. Et ils utilisent ça pour justement faire des analyses et tout. Donc, c'est vraiment des grands autodidactes. Et moi, il y a beaucoup de livres que j'ai découverts sur cette chaîne-là, dont des livres dont j'ai parlé. J'ai pas fait beaucoup de vidéos, mais le livre d'Axel Kabou, je l'ai découvert sur cette chaîne-là. Puis c'est... Moi, en tout cas, j'aime vraiment comme qu'est-ce qu'ils font. Donc, je recommande aux gens de suivre cette chaîne-là. Donc, pour vous parler du livre. Donc, le livre... Vraiment, si je devrais résumer le livre en quelques mots, là, c'est une critique de la situation de l'Afrique qui s'adresse vraiment à la jeunesse africaine. J'ai la critique de situation, mais ça critique aussi la diaspora, tout ce qui concerne l'Afrique là d'une certaine manière. Pour comprendre ce livre de Chris de Gengen, il faut d'abord se poser la question de qu'est-ce que ça veut dire la servitude volontaire. Si vous cherchez sur Internet, déjà juste taper la servitude volontaire directement, la première personne qui va être mentionnée, c'est Jean de la Boétie, qui a écrit le discours de la servitude volontaire, ou le discours sur la servitude volontaire, je ne suis plus sûr. Mais c'était un texte extrêmement subversif à l'époque, puis je pense qu'il le serait peut-être même encore plus aujourd'hui. Avec les époques, on a différentes sensibilités. Le livre a été écrit au XVIe siècle. Et justement, le sujet dont il traite, vraiment, en gros, il dit que les tyrans... ok, je voulais plutôt ça. Il dit que les peuples acceptent la tyrannie alors qu'ils pourraient se libérer par un simple refus d'obéissance. L'auteur affirme que le pouvoir des tyrans repose uniquement sur l'acceptation
passive de leur sujet et que et que la liberté ne se prend pas par la force, mais par la volonté de ne plus servir. Selon lui, l'habitude et la manipulation maintiennent la soumission, mais une prise de conscience collective suffit à briser cette domination. Donc en gros, vraiment, comme tu sais, lui, dans sa tête, le plus grand outil là, d'un tyran, c'est un peu la mentalité du peuple, hein, ses habitudes, tout, c'est ça qu'il est capable d'exploiter pour faire en sorte, pour maintenir son pouvoir. Puis moi, je pense que comme tu sais, il y a de la vérité là-dedans, là, évidemment. Et je pense que c'est le genre de sujet qui peut rapidement créer beaucoup d'émotions. Parce que si je prends le contexte de l'Afrique, je pourrais voir plein de commentaires disant « Ah, mais durant l'esclavage, est-ce que tu penses qu'on aurait pu s'enfuir? Les gens étaient capturés, mis dans des bateaux et déplacés à l'autre bout de la planète. » Puis, ouais, je pense que c'est là que ça devient un peu chaud. C'est pour ça aussi, mais on voit qu'il y a de la résistance. Il y a eu la résistance, il y a beaucoup de gens qui réussissaient à s'échapper des bateaux, mais là, après, c'est pas la vie qui les attendait, c'était plutôt la mort, hein, ou les esclaves qui faisaient des rébellions. On a beaucoup d'exemples. Il y a des gens qui ont refusé ça. Right? Là, ça n'a pas été complètement la libération qu'on voulait, mais ça, je pense que c'est quand même un exemple qui va contre justement qui démontre un peu l'exemple, hein, que les gens, ils ont refusé, puis se sont libérés de ça. Donc, maintenant qu'on a un peu compris l'idée de la servitude volontaire, là, on peut un peu rentrer dans le livre. Donc, dans le livre, Ichi-Omo, Christ de Gengen, s'attaque à beaucoup de sujets sur l'Afrique. Vraiment, il fait une grande critique. Et donc, les sujets qui touchent, on voit là, directement dans la table des matières, là, le racisme, l'esclavage, le franc CFA. Ça, c'est des sujets que je pense qu'on parle déjà, j'entends beaucoup parler là. Et les néo-traditionalistes. Ça, c'est pas un sujet que j'entends beaucoup parler. Là, vraiment comme une critique, on va dire des nouvelles traditions. Hein? Les gens là qui promeuvent les traditions d'une manière, on peut dire, nouvelle. Donc lui, il critique ça beaucoup. Il se permet aussi de critiquer la diaspora. Donc, moi, je suis de la diaspora, puis, je pense que comme tu sais, les critiques sont légitimes. Hein, je pense que surtout lorsqu'on a grandi en Occident, on a cette vision-là de l'Afrique qui est un peu, je dirais, distorsionnée. Et je pense qu'on nous... En tout cas, moi, là où j'en suis, moi, je suis dans la trentaine, puis à l'époque, à l'école, on parlait de l'Afrique, soit très peu, ou lorsqu'on en parlait, c'était souvent négativement. Donc là, il y a eu ce retour du balancier, là, vraiment. Puis bon, ça, c'est pas nécessairement nouveau. Il y a eu ça ailleurs, lorsqu'on parle de Black is Beautiful, qu'il y a eu aux États-Unis. Il y a bien longtemps, là, les gens, ils portaient des coupes afro. Hein, parce qu'on leur disait qu'ils étaient laids. Là, maintenant, ils ont réclamé ça de certaine manière. Il y a un genre de retour du balancier dans le sens que, OK, non, là, OK, les gens nous ont dit que c'était pas beau être noir. Les gens qui nous ont dit que c'était pas beau l'Afrique et tout. On va montrer que c'est beau. On va montrer que l'Afrique a fait des grandes choses. On va montrer que, etc., etc. Donc, il y a ça. Puis, donc là, je pense que je veux pas... Ça crée parfois une vision un peu là distorsionnée. Je pense qu'il y a des trucs qui sont quand même... Beaucoup de gens amènent des faits historiques, puis je pense que c'est bien. Cependant, il y a des trucs parfois, je me demande à quel point est-ce que c'est vrai, puis ça peut être parfois trop exagéré, je dirais. Donc, c'est ça. Donc, il se permet de critiquer la diaspora. Puis, ouais, je pense que ce sont des critiques quand même légitimes, là, intéressantes, cette perspective et tout.
Il critique aussi le panafricanisme. Donc ça, le panafricanisme, je pense que c'est là que ça devient quand même intéressant parce que le panafricanisme, c'est, je pense que lorsqu'on parle directement des problèmes de l'Afrique, que soit tu parles avec des gens, des Africains, ou que tu regardes dans les médias, constamment, on dirait que tous les problèmes de l'Afrique, la solution, c'est toujours la même. Le panafricanisme. Le panafricanisme. Ça, c'est vraiment comme un marteau là, qui est utilisé et tout. Panafricanisme, panafricanisme, panafricanisme. Donc, à ce niveau, je pense que ouais, c'est bon là aussi de se poser les questions. Ok, mais c'est quoi le panafricanisme? C'est quoi concrètement? Parce que les gens vont avoir certaines définitions qui vont être différentes, etc. etc. Donc, ça. Il se permet même de critiquer l'intouchable Cheikh Anta Diop. Là, je pense que comme tu sais, il y a beaucoup de gens là qui l'ont critiqué là-dessus. Mais c'est ça, je pense que c'est ça un peu là qui est dingue parce que Cheikh Anta Diop, l'homme de science qu'il était, il voulait que les gens ils s'arment de science et tout. Puis dans la science, il y a toujours de la critique, mais Cheikh Anta Diop est mis au niveau de... est traité comme un dieu. Il est traité comme un dieu, quelqu'un qui avait complètement raison sur tout, qu'on ne peut pas critiquer, etc., etc. Donc, ça, je pense que c'est là qu'il y a beaucoup d'ironie. Il critique aussi le mouvement kémitisme qui a suivi un peu là, Cheikh Anta Diop, là, si je ne me trompe pas. Donc, ça, comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de sujets qui sont traités, beaucoup de questions qui sont amenées. Les critiques, c'est bien, mais est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce qu'il y a des solutions? Est-ce que Chris, lui, est-ce qu'il apporte des solutions? Moi, je ne m'aventurerais pas nécessairement à dire qu'il a des solutions bien précises. Cependant, il y a des chemins qu'il suggère pour améliorer la situation, qui pourrait favoriser un changement, justement. Donc là, il parle par exemple d'égalité. Puis là, on parle d'égalité vraiment au sens large, pas juste égalité homme-femme, d'avoir les mêmes droits que... Non, je pense qu'il va beaucoup plus loin que ça. Puis ça, c'est des choses quand même que, bon, d'une certaine manière, là, en Occident, c'est déjà acquis. Mais tu sais qu'il y a cette égalité, par exemple, entre les vieux et les jeunes. Donc là, lorsqu'on parle de le droit de naissance, tu ne peux pas critiquer tes aînés, des trucs dans le genre, lui, il n'est pas pour ça, là. Définitivement pas. Ouais, ça, je pense qu'on pourrait donner plein d'exemples là, par rapport à ça. Il y a une personne qui a 25 ans versus une personne qui a le double de son âge. Elle pourrait avoir beaucoup plus d'expérience sur certains sujets que la personne de 50 ans. Puis on le voit aujourd'hui un peu avec les téléphones, comment les téléphones, les jeunes sont habitués aux téléphones, qui savent mieux les utiliser et tout. Mais tu sais, d'autres domaines, tu es un peu plus récent. Et c'est ça, la technologie permet vraiment de... Ouais, ça crée un genre de déséquilibre, mais ça change la dynamique entre les gens. C'est principalement ça. Donc, encore, ouais, pour revenir sur le sujet d'égalité entre les individus de différents groupes et tribus. Donc, le tribalisme, ça, c'est quelque chose dont il parle dans le livre. Hein, que c'est pas quelque chose qui est nécessairement une bonne chose. Pas qu'il est contre les diverses tribus, les diverses ethnies ou quoi que ce soit, mais que c'est plus que le fait que les gens soient différents ne devrait pas nuire à la société. Ça devrait pas être un frein. Les gens devraient quand même être capables de travailler ensemble, puis de prendre, par exemple, le meilleur pour la job, l'emploi, le travail. Donc, ça, c'est le sujet dont il traite. Il parle aussi de liberté d'expression. Liberté d'expression, c'est vraiment un sujet qu'on entend beaucoup parler, et même plus, évidemment, plus en Occident. Mais je pense que ce serait aussi une bonne chose, d'une certaine manière, pour l'Afrique. Moi, j'ai entendu des trucs du genre, ah oui, une personne, elle a dit quelque chose, puis elle a eu le mauvais opinion, et ouais, les gens sont venus le chercher dans la nuit. Ça, en Afrique, des trucs comme ça. Puis là, je dis l'Afrique là au sens large. J'ai entendu ces genres d'histoires-là à plusieurs endroits. C'est ça. Donc lui, vraiment, il encourage la liberté d'expression, que les gens ils devraient être capables d'exprimer leurs idées, d'exprimer diverses opinions, que surtout à la télé, dans les débats, que ça devrait être des trucs qu'on devrait être capable d'encourager. Donc, moi, pour finir, je pense que ce livre-là, c'est le genre de livre vraiment qui apporte plein de questions. Je pense pas qu'il faut être d'accord avec tout ce qu'il dit, mais il apporte il pose des bonnes questions. Il pose des bonnes questions. Il met en lumière beaucoup de constats intéressants. Puis je pense qu'en tant qu'Africain,
Et c'est le genre de questions qu'on devrait avoir. Puis, il n'a pas nécessairement peur là, de la critique. Je pense que même dans l'introduction, ce qu'il dit, c'est qu'il amène les jeunes, il veut que les jeunes puissent venir le critiquer, tu vois. Puis ça, c'est des choses qu'on voit dans plusieurs ouvrages. Dans beaucoup de livres, ils vont faire référence à d'autres livres, que ce soit comme support pour leur argument ou contre-argument ou faire une critique de l'ouvrage en question. C'est ça, faire une critique de l'ouvrage en question. Et ouais, non, c'est pour ça moi que je pense que c'est intéressant à lire. Parce que ça apporte vraiment lui, sa contribution, ça apporte une continuité. Et peut-être qu'il y aura un autre Africain qui va écrire un autre livre et qui va contredire tout ce qu'il dit et tout. Mais là, au moins, comme on aura sur papier, on pourra discuter de tout ça. Peut-être que les élèves à l'école, dans 100 ans, les petits Africains, ils verront ça, puis ils pourront dire, ah oui, ça c'était l'idéologie de Christ. Là, quelqu'un qui est venu contredire ça. Et puis, toute cette discussion-là permettrait peut-être de nouvelles idées, des nouvelles initiatives et tout. Donc, moi, c'est un livre vraiment que je recommande. Et je pense aussi que c'est... Parce que assez souvent, lorsqu'on est de la diaspora, on est amené à lire beaucoup de livres qui sont... par nature, ils vont être un peu plus blancs parce que on est dans un environnement qui est beaucoup plus blanc. Et moi, je pense qu'à un certain niveau, c'est normal. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui critiquent ça, qui disent « we should stop reading dead white men. » Et c'est là que ça devient un peu... comment dire? Je pense que c'est un peu drôle. Ouais, comme je dis, moi, je pense que le fait que comme tu connais ici et tout, c'est un peu normal. Mais les personnes... disons, les autres auteurs qu'on pourrait lire, qui seraient noirs, et souvent, malheureusement, il y a toujours un peu les mêmes choses qui sont dites, je pense. Puis, ça, c'est un peu mon opinion. J'ai pas lu tous les livres, évidemment, mais il y a tout ça. Donc, je pense que de lire des auteurs comme ça, et ça apporte une certaine diversité de points de vue. Là, on voit, OK, c'est quoi toutes les idéologies là qu'il y a en Afrique? Ça permet d'avoir cette discussion-là. C'est quoi toutes les façons de voir? Pas juste, OK, il y a une solution et tout. Alors que cette solution-là, tout le monde dit que c'est la bonne, mais elle n'est pas vraiment soit mise en exécution ou ça ne marche pas dans les faits. Peu importe. Donc ouais, c'est ça, comme je dis, moi je pense que c'est un livre vraiment à lire là. Ma revue est un peu longue, mais c'est un livre qui a été vraiment rafraîchissant pour moi. J'ai appris beaucoup à travers la chaîne et ça a beaucoup changé ma vision des choses. Là, j'essaie d'être un peu plus comme d'analyser plus les choses, puis de chercher des livres de gens qui ont écrit sur le sujet, qui comprennent les enjeux, puis les trucs qui sortent un peu là de ce qu'on entend constamment. Comme moi, là, j'ai beaucoup de choses à lire, franchement, mais je pense que avec des pistes de solutions comme ça, je pense que moi, j'ai un peu plus d'espoir, franchement. J'ai un peu plus d'espoir sur l'Afrique. Et c'est ça, ouais. Bon, c'est peut-être un peu long, là, comme vidéo, mais j'espère que ce sera quelque chose qui sera pris en considération. Moi, pour ce livre-là, je donne facile un 5 sur 5, là, ou 4 sur 5. Plus 4 sur 5, là, je pense qu'il y a certaines choses que, bon, peut-être le travail bibliographique aurait pu être mieux fait, possiblement. Il y a certains éléments là qui sont mentionnés, il n'y a pas nécessairement une source, pas que je questionne vraiment qu'est-ce qu'il dit en même temps. Je pense qu'il dirait, non, il faut questionner, il faut aller chercher. Il faut aller chercher par soi-même, voir si c'est vrai. C'est pour ça que comme j'ai commencé à un peu plus lire et tout par moi-même, parce que c'est quelque chose qui prône beaucoup d'aller chercher l'information par soi-même, pas de s'attendre à ce qu'on nous donne l'information. C'est pour ça qu'il n'est pas trop orienté solution, vous devrez faire ci, faire ça. Donc, ouais, c'est vraiment comme la chaîne Comprendre l'Afrique. Puis là, avec ce texte subversif, je pense que c'est un très bon complément. Donc, merci beaucoup pour avoir écouté le tout. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez-moi dans les commentaires « Comprendre ». Écrivez dans les commentaires « Comprendre ». Comme ça, je saurai que vous êtes allé jusqu'au bout. Et je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Merci beaucoup.